Bonjour tout le monde. Je voudrais commencer déjà par remercier Pierre Coulot et les organisateurs de l'événement pour m'avoir invité à communiquer aujourd'hui. Alors ça va être un exercice un peu périlleux pour moi parce que généralement je parle à des archéologues qui ne connaissent pas la botanique et là je vais parler à des botanistes qui ne connaissent pas nécessairement l'archéologie. Donc je vais essayer de résumer un petit peu ce qu'on peut faire, sachant que le but est de dresser un portrait global de l'archéobotanique. Et je pense que le collègue dont vous parliez tout à l'heure était Laurent Goubi, non ? Qui est dans mon équipe, donc c'est parfait. On va commencer par poser la base. Qu'est-ce que l'archéobotanique ? Donc, en fait, on va distinguer la paléobotanique de l'archéobotanique par les contextes qu'elle touche. C'est-à-dire que la paléobotanique, ça va s'intéresser à tous les restes végétaux fossiles ou subfossiles de l'ère primaire ou subactuelle. L'archéobotanique va vraiment se cantonner à l'archéologique, c'est-à-dire que dans les sites archéologiques, on va trouver des restes végétaux. Les populations anciennes, les sociétés anciennes avaient un recours aux végétaux qui était beaucoup plus important que le nôtre, puisqu'il s'agissait non seulement de se nourrir, mais aussi de se chauffer, de se vêtir. Pour l'architecture, les végétaux étaient réellement centraux pour les populations anciennes. Et donc dans les sites archéologiques, nous avons la chance d'avoir ces végétaux qui peuvent se conserver. Alors, de quelle manière ? Généralement, le mode de conservation le plus courant, c'est le feu, c'est-à-dire soit par la cuisine, soit par le chauffage, soit par des accidents, c'est-à-dire que si vous avez un incendie dans une maison, tout ce qui était végétal a une possibilité de se conserver. Et la chance que nous avons, c'est que la carbonisation préserve l'anatomie des restes qu'on trouve. C'est-à-dire que si vous avez un grain de blé qui brûle dans une maison il y a 10 000 ans, aujourd'hui il ressemble encore à un grain de blé si vous l'observez à la binoculaire, ce qui nous permet de l'identifier. Donc pour vous donner un petit exemple, en fait, vous avez un site archéologique sur la gauche qui est un site qui a été fouillé dans les Pyrénées-Orientales, dans les Albères. Donc ce site a été fouillé, c'est-à-dire que vous avez ici un espace d'habitat où vous avez différents niveaux. Vous avez un foyer ici qui est le sort. Voilà. Vous avez cet espace-là qui correspond à un foyer qui est un peu rubéfié, un peu rouge. À côté, vous avez un niveau de sol. Et donc, dans le foyer, vous avez des chances de trouver non seulement le combustible qui a été utilisé, donc les charbons de bois, mais également les restes alimentaires qui ont pu tomber accidentellement à côté de la préparation et se retrouver dans le feu. Et à côté, vous avez des niveaux de sol et pour les sociétés passées, en fait, les sols sont beaucoup moins propres que ce qu'on a aujourd'hui dans nos maisons, c'est-à-dire que généralement, on ne va pas avoir une surface exactement lisse qui permet d'avoir un nettoyage absolu. Généralement, les restes de préparation alimentaire ou de foyer vont se retrouver sur ces niveaux de sol, s'accumuler avec le temps et nous permettre une lecture. Donc, à quoi ça ressemble généralement ? Les restes, par exemple, ça, ce sont des restes de semences qu'on retrouve sur les sites. Et là, on a différents modes de conservation. Donc là, vous avez des restes qui sont conservés par carbonisation. Et ici, on a des conditions exceptionnelles qui se retrouvent très peu en France, mais qu'on peut retrouver au Proche-Orient ou au Maghreb, par exemple. Ce sont des restes qui sont desséchés. C'est-à-dire que ces restes-là, par exemple, ont un millénaire et ils sont juste secs. C'est-à-dire qu'on pourrait encore faire de la génétique dessus si on avait les moyens de le faire. Donc, pour vous parler un petit peu de méthode, très rapidement, à quoi ça ressemble. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des prélèvements de sédiments. C'est standardisé, c'est-à-dire qu'en fait, on a une méthodologie qui est mise en place. On va tamiser ce sédiment archéologique, et ensuite, sur nos refus de tamisage, on va avoir à l'intérieur les charbons et les semences qui sont conservés. Et ensuite, donc, ça c'est toute la chaîne opératoire, c'est-à-dire l'échantillon archéologique, le tamisage, le séchage à l'ombre, et ensuite le conditionnement pour le tri. Donc la chance qu'on a en archéologie, c'est que chaque niveau archéologique est précisément étudié. C'est-à-dire qu'en fait, on va le localiser par rapport à sa place dans l'aire d'habitat, par exemple, par rapport à sa fonction, c'est-à-dire qu'on va avoir différents types de contextes. On va avoir des foyers, des niveaux de sol, on va avoir des greniers incendiés, des latrines, des dépotoirs. On va avoir tout un ensemble de contextes, et chaque contexte va nous permettre d'obtenir une information différente. Et tout à l'heure, là, il y a une petite partie présentation, évidemment, méthodologique, mais je vais vous donner quelques cas d'études pour vous montrer la diversité des situations où on peut étudier ces restes botaniques. Donc, aujourd'hui, j'ai parlé plus particulièrement de deux parties de l'archéobotanique qui s'intéressent à l'étude des macro-restes. Donc, la première, c'est la carpologie. Donc, la carpologie, donc c'est du grec karpos, le fruit, c'est l'étude des restes végétaux macroscopiques qu'on trouve dans le sédiment, tous à l'exception des bois. Donc, en réalité, ça va toucher une très grande diversité de restes parce qu'on va voir aussi bien les semences et les fruits que également les éléments de tige, les éléments d'enveloppe et également, donc ça c'est une partie un peu périphérique, on va également s'intéresser au pain, c'est-à-dire à la matière transformée, donc au pain, au gruau également, donc à tous ces éléments qui ont transformé la matière végétale pour en faire un aliment.
Et donc là, vous avez quelques exemples du type de restes qu'on trouve. Et si vous y connaissez un petit peu en anatomie, vous pouvez repérer ici déjà des céréales, par exemple, qui sont, voilà, là on a du seigle, on a de l'orge, il y a des légumineuses également. En carpologie, on va s'intéresser à tout un ensemble de catégories. Alors, comme c'est celles qu'on trouve dans les sites archéologiques, les catégories alimentaires vont être les plus fréquentes. C'est-à-dire qu'au niveau de la carpologie, on va trouver principalement des céréales, des légumineuses, des fruits également, des plantes textiles, techniques, oléagineuses, donc on va avoir du lin, de la caméline, enfin, tout un tas de plantes différentes. Et une autre chose qui est intéressante, c'est qu'on va également avoir les adventices de culture. Parce que les populations passées, en fait, généralement, réalisaient le travail de préparation de la récolte, de traitement de la récolte céréalière à l'intérieur de l'habitat ou en périphérie de l'habitat. Et donc on va avoir ces différents éléments de la chaîne opératoire du traitement des céréales qui se retrouvent dans les sites archéologiques. Et la chance qu'on a, c'est que les adventices de culture, donc ce sont des plantes sauvages qui souvent ont des écologies qui sont particulières, c'est-à-dire que certaines ne peuvent croître que dans certaines conditions environnementales. Et donc ça va nous permettre de retrouver les conditions environnementales de nos cultures du passé. Et ensuite, en laboratoire, c'est simple, c'est un tri à la loupe binoculaire et ensuite une identification par anatomie comparée en comparant la forme et la taille des semences, leur ornementation également, donc là vous avez une planche de dessin. Et donc on se sert généralement de planches de dessin, de planches photos, mais également de collections actuelles que nous avons ici au laboratoire Montpellier et qui sont composées de centaines et de centaines de taxons. Au passage, on peut également travailler sur l'état sanitaire des stocks et des récoltes, par exemple, puisque dans nos échantillons, on trouve également parfois des insectes, et ces insectes peuvent être identifiés au genre ou à l'espèce, et nous permettre de travailler sur les conditions de stockage et sur l'état des stocks au moment de leur carbonisation. Donc là, vous avez quelques exemples archéologiques, avec un parasitisme sur des légumineuses. Ici aussi, ça c'est sur une Vicia sativa qui a été retrouvée dans les Pyrénées-Orientales au Moyen-Âge. Et donc dedans, on avait encore des bruches qui étaient présentes et qui ont été saisies par l'incendie de la maison. Et ici, vous avez un prédateur justement de ces insectes de stock qui était retrouvé dans le même échantillon. Deuxième volet qu'on peut aborder, c'est l'anthracologie. Alors l'anthracologie, en fait, c'est l'étude des charbons de bois, tout simplement. Alors, dans les faits, on peut aussi identifier les bois secs, c'est la xylologie, mais c'est très très rare de trouver dans des sites archéologiques des bois secs, il faut des conditions exceptionnelles. La chance qu'on a, c'est que les charbons de bois qu'on trouve dans les sites archéologiques, qui peuvent résulter du combustible, d'utilisation pour la cuisine, pour le chauffage, pour l'éclairage, ou pour l'architecture, comme c'est le cas ici par exemple, ces restes, on peut les identifier aussi au niveau du genre, voire de l'espèce. Donc en fait, la méthode de l'anthracologie, elle est née à Montpellier. En fait, c'est le professeur Jean-Louis Vernet, dans les années 70, qui a développé cette méthode. Et c'est une méthode qui a été possible grâce à la naissance du microscope à réflexion. C'est-à-dire que le microscope à transmission, vous faites des lames minces avec du bois et vous pouvez voir vos éléments anatomiques. Sur du charbon, si vous le cassez et vous le mettez sous un microscope, la lumière ne va pas passer à travers, donc vous ne voyez pas les éléments. La naissance du microscope à réflexion, elle a permis de voir les structures anatomiques du bois et donc de l'identifier. Et ça, c'est vraiment l'école montpelliéraine, et on a eu des étudiants du monde entier qui sont dans les années 80, se former à Montpellier et qui sont repartis dans leur pays et qui ont créé après leur propre école anthracologique dans leur pays. Et donc c'est pour ça que Montpellier a une des plus grandes collections anthracologiques au monde, parce que tous ces étudiants qui venaient de pays du monde entier ont ramené avec eux des échantillons de bois de leur pays pour pouvoir réaliser leur thèse, notamment. Donc le principe, c'est que sur chaque charbon, en fait, la signature anatomique de notre taxon elle va être enregistrée sur plusieurs points. On va avoir sur le plan transversal, sur le plan longitudinal tangentiel et longitudinal radial. Donc qu'est-ce qu'on va observer? Les vaisseaux, le parenchyme, les rayons, et en fait, chaque espèce a tendance à avoir une anatomie qui est propre à son espèce. Donc pour vous montrer un exemple, ça c'est des vues transversales. Donc ici vous avez de l'orme, de l'aulne et du chêne vert, et comme vous voyez, la disposition, la taille des vaisseaux, leur organisation est complètement différente. Et ça c'est juste quelques exemples, mais en réalité, chaque taxon a sa propre identité. Certains taxons sont difficiles à distinguer, évidemment, mais dans la plupart des cas, on arrive à avoir une lecture assez fine. Et je ne l'ai pas précisé pour la carpologie tout à l'heure, mais par rapport aux semences, on est aussi capable d'identifier souvent au genre, à l'espèce, voire parfois à la sous-espèce, car l'anatomie des graines est souvent très particulière. Ensuite, de façon très simple, quand on résume nos données, on va avoir l'information par échantillon archéologique, on va avoir l'information par taxon, et donc ça va nous permettre après de faire des tableaux de contingence, de restituer ces informations en pourcentage, et ensuite de le représenter sous forme de diagramme anthracologique. Donc là, par exemple, vous avez la phase la plus ancienne d'un site, et ensuite vous avez, voilà, le site se développe sur 300 ans,
Et donc, en fait, on voit les proportions relatives de chacun des taxons dans le site au fur et à mesure du temps qui passe. Et ça nous permet de restituer des grandes dynamiques de végétation. Par exemple, ici, vous avez le chêne à feuillage caduc et vous avez le chêne à feuillage persistant. Et donc, on voit qu'il y a une dynamique où, en fait, au début, dans notre courbe, le chêne à feuillage caduc est dominant et au fur et à mesure, il se réduit avec une augmentation du chêne à feuillage persistant. L'interprétation, c'est qu'en fait, le chêne à feuillage persistant résiste mieux à la pression anthropique parce qu'il rejette plus rapidement de souches et qu'il ne perd pas son feuillage pendant l'hiver. Et donc, ça lui permet d'être plus compétitif dans un environnement avec une forte pression anthropique. Donc, on va passer à quelques exemples, rapidement. Et ces exemples, je l'ai voulu vous les présenter de façon un peu variée pour toucher des choses justement sur la question de l'origine des espèces, dont parlait tout à l'heure Stéphane Jouot, sur le fait de qu'est-ce qui est réellement local ou pas. Donc je voulais vous parler de l'exemple du cyprès. Donc le cyprès, c'est une espèce qu'on considère comme emblématique de la Méditerranée, et en France méditerranéenne, le cyprès est un peu partout, que ce soit dans les rues, le long des cimetières, enfin, dans le paysage, c'est vraiment un marqueur du paysage. Pourtant, ce cyprès, ça a une histoire très récente. Donc, par rapport à la palynologie, généralement à l'étude des pollens anciens, ce qu'on voit, c'est qu'on a parfois des difficultés à aller au-delà de la famille ou du genre. Par exemple, le cyprès qui appartient au Cupressacées, c'est assez difficile de distinguer les différents taxons de cette famille parce qu'ils ont une anatomie qui est très proche. Par contre, au niveau carpologique et anthracologique, c'est une espèce qui est assez facile à identifier. Et donc ce qu'on observe, c'est qu'avant la période romaine, on n'a aucune mention dans aucun site archéologique français de cyprès. Et à partir de la période romaine, on commence à voir apparaître l'espèce dans plusieurs sites, donc plusieurs sites qui vont de la zone de la vallée de l'Hérault jusqu'à Perpignan, et ça se manifeste par différents types de restes, donc à la fois des graines d'écone et des fragments de ramilles et des charbons de bois, ce qui laisse penser que la plante est dans le paysage, c'est-à-dire que pas seulement qu'elle est présente sous forme de bois qui aurait été importé sous forme d'objet ou de bois architectural, mais réellement que la plante est bien présente. Et en fait, on observe qu'il y a une sorte de cohérence chronologique où tout d'un coup, au moment de la conquête romaine, on voit apparaître sur plusieurs sites archéologiques, sur une géographie qui est de plusieurs centaines de kilomètres, ce taxon-là. Et par la suite, en fait, on arrive à suivre son introduction dans des régions de plus en plus avancées à l'intérieur des terres, notamment par la vallée du Rhône, voire jusqu'en Bretagne. Et tout ça, en fait, c'est un marqueur culturel. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le cyprès représente pour les Romains un marqueur de paysage également, et en fait, ils vont se servir de cet élément-là comme marqueur de leur domination. Et en fait, on a aussi des sources textuelles qui parlent de l'usage du cyprès dans la vie quotidienne des populations anciennes, et donc ça nous permet de travailler sur cette histoire-là. Ensuite, je voulais vous parler rapidement de ce qu'on peut faire par rapport à l'histoire de l'alimentation. Donc là, par exemple, je vous donne l'exemple du site d'Albalat. C'est un site médiéval qui est en Estrémadure, c'est à l'ouest de Madrid, en Espagne. Et c'est une ville islamique, c'est-à-dire qu'au moment où l'Espagne est musulmane, au Moyen-Âge, on a la construction de certaines villes, dans des zones parfois reculées. Et donc, la fouille archéologique a permis d'identifier des quartiers d'habitat. Donc tout ce que vous voyez là, ce sont des maisons. Et ce sont des quartiers, et ce que vous voyez en jaune, ce sont les rues, en fait. Les rues de cette ville. Et donc ça, c'est un exemple de maison où vous avez différents espaces. Donc par exemple, là, vous avez un espace de latrine, un espace de cuisine, un espace de dortoir. Et donc, la réalisation d'échantillons, notamment dans la latrine, en fait, va nous permettre de documenter l'alimentation. Donc, on a un espace de rejet des matières fécales sur 2 mètres de profondeur. En faisant des prélèvements, on arrive à obtenir des restes minéralisés, donc tout ce qui est passé par le tractus digestif va se conserver par minéralisation, c'est-à-dire qu'en fait, les éléments chimiques, physico-chimiques qu'on retrouve dans ces conditions-là vont permettre une conservation des semences sous cette forme-là. Et en fait, ça va nous permettre de restituer l'alimentation des populations. Donc là, par exemple, dans la première latrine, on a trouvé une grande proportion de vignes, mais également de la grenade, des cerises et différents types de fruits, donc des mûres, des prunes, des pommiers poiriers et du figuier. Alors, quand je vous dis que ça passe par le tractus digestif, c'est que ces éléments, ces contextes servent aussi de poubelle. Donc parfois, on va avoir des restes plus gros qui ne sont pas passés par le tractus digestif dedans. C'est pour ça qu'on a des cerisiers et des pruniers, sinon les gens seraient morts sur le trône. Et donc pour faire une petite comparaison sociale, en fait, parce que ça sert aussi à ça, on a pris différents quartiers de ce site archéologique, et dans les différents quartiers, en fait, par le matériel qu'on y trouve, on a l'impression que les habitants ont un statut qui est différent. Et donc on est allé tester les latrines de 2 habitats différents qui sont dans 2 parties différentes du site, et on s'est rendu compte qu'on avait une base commune qui était basée notamment sur les céréales, la vigne, l'olivier, le figuier, le grenadier, cerisier, mûrier et pomme poire.
Mais par contre, on a aussi des différences. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a une des maisons qui est censée être une des maisons un peu plus privilégiées, qui a une diversité alimentaire beaucoup plus importante, avec notamment la présence de certaines plantes qui viennent d'être introduites dans la péninsule ibérique par les populations musulmanes, comme le cresson par exemple, mais également d'autres plantes voilà, qui sont assez classiques et qui étaient déjà connues par les Romains auparavant. Et dans l'autre maison, on trouve par exemple de la moutarde et une cucurbitacée qu'on n'a pas pu identifier à cause de sa conservation qui n'était pas très bonne. Mais voilà, ça nous permet de montrer qu'en fait, il y a des différences de pratiques alimentaires, de traditions alimentaires entre des maisons d'un même site. Et en fait, le dernier exemple, c'est un exemple sur l'histoire de la forêt, parce que pour l'instant, j'ai surtout parlé d'agriculture. Donc, je voulais parler de l'exemple de Perpignan. Donc, ça, c'est un travail qui est réalisé dans le cadre de la thèse de ma doctorante, Marie Larieux, dans le cadre de mon projet ANR. Et donc, en fait, Perpignan, c'est une ville qui naît au Moyen-Âge. Elle sort de terre. Elle grandit à une vitesse démesurée. L'essor démographique est très impressionnant. Et la question de notre recherche, c'est quel effet ça va avoir sur la gestion des paysages environnants. Parce que quand une population tellement importante apparaît, il faut pouvoir l'approvisionner en combustible et en denrées agricoles. Et donc, dans le centre de Perpignan, il y a des fouilles archéologiques qui ont été réalisées sur 2 sites, donc rue de l'Académie et Fontaine-Neuve. Et donc, sur ces 2 sites, nous avons réalisé des échantillons dans différentes maisons de différentes populations. Donc, on a une maison qui est en périphérie du quartier juif de la ville et une autre partie qui est dans le cœur de la ville. Et en faisant des échantillons dans différents contextes, donc des dépotoirs ou de latrines, et en faisant un tamisage, nous avons pu retrouver des charbons qui nous ont permis de comparer, donc ça c'est la première maison, ça c'est la deuxième, qui nous ont permis de restituer en fait le type de combustible qui était utilisé dans chaque maison. Et c'est intéressant parce qu'on se rend compte que déjà il y a des différences importantes entre les deux maisons alors qu'elles sont contemporaines, ce qui veut dire que les habitants n'utilisaient pas les mêmes ressources. Et ensuite, au niveau de ce qu'on trouve, on arrive à restituer un terroir global avec de la chaînée mixte, avec du chêne à feuillage persistant et du chêne à feuillage caduc, mais également des arbousiers, des bruyères, des cistacées. On va avoir des fruitiers également qui sont exploités, et on voit que dans cette maison, les fruitiers avaient un rôle particulier, ce qui pose la question de l'accès à cette ressource par les populations de cette maison pour le combustible. Et ensuite, on va aussi avoir des plantes de ripisylve, donc on va également avoir de l'Anus, Populus, Tamarix, etc. Et également des plantes de montagne. Et tout ça, ça nous permet d'avoir des raisonnements qui sont à la fois écologiques sur à quoi ressemblait le paysage autour de Perpignan à cette époque, mais également des réflexions sur les pratiques. C'est-à-dire que quand 2 maisons ont des compositions tellement différentes en combustible, qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, est-ce que ça sous-entend que malgré l'essor démographique de la ville, il y avait encore une forêt locale, ou est-ce que la zone était déboisée, et donc on avait une importation? On est plutôt sur la deuxième piste en regroupant d'autres indices, mais voilà, ça c'est le type de question qu'on se pose à partir de l'archéobotanique. Et donc ça c'est le travail de base de l'archéobotaniste, ce que je viens de vous présenter. Et ensuite, il y a les perspectives, c'est-à-dire qu'au-delà de la simple anatomie comparée qui nous permet d'identifier les taxons et les pratiques, on développe des nouvelles analyses. Donc, par exemple, ici, vous avez la morphométrie géométrique. Qu'est-ce que c'est? Donc là, c'est développé dans le cadre d'un projet Occitanie qui s'appelle Patrimoléa par mon collègue Jean-Frédéric Terral. Donc, en fait, c'est un peu le même principe que ce que décrivait tout à l'heure Pierre Coulot sur la vigne, c'est-à-dire qu'en fait, à partir de mesures et d'analyses statistiques réalisées sur des noyaux actuels et anciens, on étudie en fait la diversité des tailles et des formes sur l'olivier, et ça nous permet après de restituer les variétés actuelles, c'est-à-dire de voir quelle variété a quelle forme, et ensuite d'appliquer cette étude sur de l'archéologique pour voir quelle variété était exploitée dans le passé dans la région, et de quand elle date, et comment elle se diversifie. Et une autre méthode qu'on applique de plus en plus, c'est l'analyse des isotopes stables. Donc qu'est-ce qu'on fait? En fait, par exemple, quand une céréale pousse sur un terrain, selon si le terrain a été irrigué, selon si on a mis de la fumure ou pas, il va y avoir des changements chimiques qui s'opèrent dans la graine. Et en fait, ces changements permettent de repérer si la plante a eu un apport en fumure ou en eau. Et en fait, on le retrouve sur l'archéologique. Donc ça veut dire qu'en prenant des graines de blé qui ont 10 000 ans et en faisant ce type d'analyse, on peut dire si les populations anciennes pratiquaient déjà l'irrigation ou pas. Donc tout ça, c'est ce qu'on développe. Ça se développe énormément sur les céréales et sur les légumineuses. Et à Montpellier, on est pour la première fois en train de le développer sur les plantes pérennes, donc notamment sur l'olivier et la vigne, pour restituer toujours les pratiques agricoles dans le passé. Je vous remercie. Bonjour. Merci pour l'intervention, c'était super intéressant. J'ai une question
clairement naïve. Pourquoi vous laissez chêne à feuillage caduc ou chêne à feuillage sans pervirant? C'est juste une précaution d'usage ou vous avez un doute sur les taxons qu'il y a derrière? En fait, c'est l'identification. Les chênes, ça fait partie des taxons problématiques au niveau de leur anatomie. C'est-à-dire qu'en fait, les chênes à feuillage persistant ont tous une anatomie qui est très très proche. Donc on essaie de développer des méthodes pour pouvoir les distinguer parce que ça nous pose problème, notamment sur le chêne vert et les autres chênes de la région. Et sur le chêne à feuillage caduc, le seul qu'on arrive à identifier, c'est le chêne liège, Quercus suber, parce qu'en fait, il fait des vaisseaux qui sont beaucoup plus grands que les autres chênes à feuillage caduc, mais c'est le seul. Donc en fait, il faut qu'on développe de nouvelles méthodes pour ça, et c'est un travail énorme. Il y a eu des masters dessus et des débuts de thèse pour essayer d'identifier ça, mais ça ne marche pas trop pour l'instant. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. Vous avez montré beaucoup de restes de fruits, mais finalement des fruits, on peut dire, domestiques maintenant. Est-ce que vous avez un beau panel d'échantillons qui représentent les espèces sauvages comme Capsella, Bursa pastoris ou d'autres espèces? Oui. En fait, là, la présentation que j'ai faite, je me suis concentré sur des contextes qui étaient un peu particuliers comme ça. En réalité, donc là, ce que je n'ai pas montré, des études archéobotaniques, par exemple en France, il y en a des milliers. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y en a des milliers, il y a des milliers de rapports qui sont écrits, des articles par centaines, etc. Et donc, oui, les plantes sauvages ont joué un rôle dans l'alimentation des populations anciennes. On arrive à le documenter. Après, la limite, c'est qu'il faut que ces restes puissent à un moment passer par une pratique qui les conserve. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, je vous ai montré l'exemple des latrines, où en fait, s'il y a une latrine, il y a une conservation par minéralisation. Si on consomme des fruits et qu'on ne trouve pas de latrine sur les sites archéologiques, ou que ces fruits n'ont pas des restes qui passent par le feu, on ne va pas les détecter. Donc typiquement, si vous prenez un mûrier ronce par exemple, et que vous consommez la mûre, et qu'il n'y a pas sur le site archéologique un moment où vous allez rejeter quelque chose, en fait, je ne vais pas le trouver archéologiquement. Donc en fait, c'est ça la limite de notre approche sur les fruitiers par exemple. Bonjour, merci pour cette super présentation très très intéressante. Moi, c'était juste une question comme ça, en passant. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'espèces qui ont été utilisées dans l'Antiquité, par exemple, que ce soit en cuisine, en teinture? Oui, en fait, il n'y a pas très longtemps, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai rédigé une synthèse sur ce qu'on connaissait pour le Maroc antique, et on avait 47 taxons qui étaient consommés et donc cultivés ou cueillis. C'était un des deux. Mais on avait 47 qui étaient consommés, sachant que pour le Maroc, par exemple, on n'a que 13 sites archéologiques étudiés pour la période antique. En France, à l'heure actuelle, on est facilement à plus d'une centaine de taxons. Et le problème, c'est de dire qu'il y a certains taxons qu'on repère, mais dont on ne connaît pas l'usage nécessairement, parce qu'archéologiquement, ils ne sont pas dans une situation qui permet de reconnaître leur usage. Et notamment pour les plantes sauvages, on a beaucoup de questions, parce que dans certaines zones, c'est l'ethno qui va nous permettre, les comparaisons avec l'ethnographie, qui vont nous permettre de dire cette plante, elle est considérée comme sauvage, mais on sait qu'elle sert à ça. En France, c'est toujours plus délicat. Parce que justement il y a des pratiques qui ont disparu, il y a des pratiques qui renaissent aujourd'hui. On dit ça c'est une plante que ma grand-mère utilisait pour telle chose, mais comment savoir s'il y a 1000 ans c'était déjà le cas? Donc on est toujours très prudent. Ce qu'on fait, c'est qu'on publie nos listes de taxons, et après l'interprétation, on attend toujours d'avoir le contexte qui va nous permettre d'aller plus loin sur l'interprétation et dire oui, cette plante sauvage, elle était utilisée. Moi j'ai un exemple précis dans ce cas. En Espagne, j'ai découvert des contextes avec de l'ivraie enivrante, l'Olium temulentum. L'Olium temulentum, aujourd'hui, c'est considéré comme une mauvaise herbe. Et en fait, il y a un site où je l'ai trouvé avec de la coriandre et du fenugrec, que les grains, comme ça, dans un foyer domestique. Et justement, c'est sur le même site où j'ai présenté les latrines, sur Albalat. Et je me suis posé la question de son usage, et je suis allé chercher dans des sources médiévales. Et en fait, en Espagne, ça dit rien. Par contre, en France, au Moyen-Âge, on considère qu'on peut en faire de la farine et qu'elle peut servir pour tel type d'événement. Et ensuite, j'ai trouvé des sources ethnographiques chez les Touaregs qui disent qu'on peut la laisser pousser avec de l'orge, qu'on la récolte quand elle est verte et qu'on peut faire de la farine pour les enfants et les invités. Donc à chaque fois, c'est faire une découverte, faire de la biblio et puis voir si on arrive à croiser des choses. Et donc, moi, mon hypothèse, c'est qu'à un moment, elle a peut-être été occasionnellement cultivée, mais que ce n'était pas une pratique répandue, parce que sinon on la retrouverait davantage dans les sites. Merci. Encore une question de méthode.
Vous avez évoqué le fait que les restes de commensales de culture pouvaient donner des informations sur les conditions environnementales du passé. Oui. Qu'est-ce que vous avez comme source d'informations sur les conditions environnementales pour chaque taxon? Qu'est-ce que vous utilisez? Est-ce que ce sont les mêmes sources que celles qu'on utilise? Oui, le principe, c'est de la comparaison avec de l'actuel. Donc en fait, il y a toujours cette marge d'erreur de dire peut-être que les préférences écologiques de la plante ont évolué avec le temps. Donc ça, c'est une précaution d'usage qu'on a en archéobotanique. Généralement, on se sert de la flore de Josem, par exemple, la flore des champs cultivés. On va se servir de Pignati, également pour l'Italie. On va se servir de, j'ai mangé son nom, Ellenberg aussi, pour le nord de la France. Voilà, on va se servir de ces indices-là. Et j'avais une seconde question qui est un peu le corollaire. Est-ce que vous avez découvert, dans certaines études, des évolutions, des exigences écologiques de certaines espèces à travers le temps? Alors, d'exigences écologiques, non. La question qu'on se pose parfois, c'est sur les cortèges phytosociologiques, où là, parfois, en fait, on a tendance à faire aussi de l'actualisme, et en fait, c'est pas une très bonne façon de faire, généralement. C'est-à-dire ça aussi, on prend avec des pincettes. Parce qu'en fait, comme on travaille sur les débuts de l'agriculture, genre sur le néolithique, la naissance de l'agriculture au Proche-Orient jusqu'à l'actuel, parfois on voit des associations d'adventices qui ne répondent pas à des critères nécessairement actuels. C'est aussi parce que les champs actuels ne répondent plus aux mêmes conditions que les champs du néolithique, forcément, ne serait-ce qu'en termes de pratique ou de qualité des terres, par exemple. Donc on se pose toujours la question, parfois on trouve des choses ensemble, et on se pose la question de est-ce que c'est un cortège qui existait à l'époque et qui a disparu ou qui a évolué entre-temps, ou est-ce que c'est juste un biais de la taphonomie, c'est-à-dire est-ce qu'il y a plusieurs choses qui ont été réunies ensemble et nous on n'arrive pas à le détecter. Par exemple, différents sous-produits de récolte qui auraient été mélangés ensemble. Merci. Vous avez parlé des fibres qui auraient pu être utilisées pour les textiles. Est-ce que vous avez aussi trouvé des indices de plantes tinctoriales? Oui, bien sûr. Il y a plusieurs publications. Alors, vous venez me chercher sur la question sur laquelle j'ai le moins travaillé parce que je n'en trouve jamais. Donc, des plantes comme comment ça s'appelle, Isatis tinctoria, quelque chose comme ça. Voilà, la guêde, oui, Reseda, on en a trouvé. Oui. Il y a plein de publications là-dessus. C'est facile à trouver en ligne. Si vous tapez archéobotanique et plantes tinctoriales, vous pouvez tomber sur des choses. Là, tout de suite, moi, je les ai pas en tête parce que malheureusement, je ne tombe jamais dessus. Et il y a eu un assemblage. Oui, j'ai travaillé sur un seul site qui était dans l'Ain, du côté de Chalamont. Et sur ce site, j'ai trouvé, donc, en plus d'éléments en cuir, des centaines de milliers de graines de Sambucus ebulus. Mais vraiment des centaines et des centaines de milliers de graines. Et en fait, c'était un contexte qui était une fosse que l'archéologue ne savait pas identifier au départ, avec des éléments comme ça, des éléments organiques très très riches. Et en fait, en l'étudiant, je suis tombé sur des morceaux de cuir assez conséquents, avec encore les traces de perforation, et également ces centaines de milliers de restes. Donc il y a la question de si c'est effectivement ça qui a servi à éventuellement atteindre le cuir ou des éléments de tissu.